Mais nous allons commencer avec le toujours excellent Vincent Hervouette, parce que nous allons parler. Mais bien sûr, nous allons. Drôle de matinée qui commence. Comment ? C'est une matinée tout à fait particulière. Hein. Mais c'est une matinée particulière et vous êtes là pour décrypter, décoder. Et c'est grâce à vous que nous avons les clés de ce qui se passe dans le monde, voyez-vous. Et je voulais qu'on écoute d'abord Emmanuel Macron, qui est droit dans ses bottes, si j'ose dire, et qui explique que la France n'est pas partie prenante dans ce conflit au Moyen-Orient. Et peut-être a-t-il raison. En tout cas, je vous poserai la question. Écoutons Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé. Nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas, ça ne peut être une opération de vive force. Bon, une déconfliction, oui. Cher Vincent Hervouette. Bon, on a souvent reproché à Emmanuel Macron d'être incohérent et de changer de pied. Là, depuis le début de la guerre, hormis le premier jour, bien sûr, où il avait dit « j'ai pas été averti et on m'a pas prévenu », il semble quand même qu'ils disent toujours la même chose. Il n'est pas partie prenante, c'est la même chose que ce qu'il disait au premier jour, c'est on n'est pas impliqué, on n'a pas été averti, on n'est pas impliqué. Il dit toujours la même chose, sauf que c'est une évidence très contestable. On est évidemment concerné, non seulement parce que c'est une zone où on a des intérêts, mais parce que l'impact de cette guerre, on va le sentir en France, quoi qu'il arrive. L'inflation ? Pardon ? Il y a l'inflation, il y a la menace terroriste, il y a nos intérêts directs, nos alliés que l'on protège dans les Émirats. Tout ça fait qu'on est de facto impliqué. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut faire du en même temps. C'est-à-dire qu'il veut à la fois ne pas froisser les Américains, mais en même temps ne pas les suivre. Ne pas céder, ne pas entrer dans l'engrenage, mais en même temps envoyer un porte-avions. Ça s'appelle être jésuite, cher camarade. Oui, sauf qu'on n'est pas... oui. Au moment de la guerre, les jésuites, ils confessent les combattants, éventuellement, mais ils ne prennent pas le fusil. Je veux dire, la guerre simplifie l'équation. Et qu'est-ce qu'il devrait dire ? La guerre simplifie l'équation. Qu'est-ce qu'il devrait dire ? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ou de l'autre la ligne de front. Qu'est-ce qu'il va dire quoi ? Non, qu'est-ce qu'il devrait dire, selon vous ? Qui serait cohérent. À qui il parle ? S'il parle aux Américains, il leur dit à très juste titre, vous ne nous avez rien demandé avant, vous avez fait cette guerre, débrouillez-vous à Hormuz, parce que sécuriser le trafic, c'est pas ce qu'il leur dit là ? Oui, si, il leur dit ça, mais en même temps, il ne veut pas apparaître comme quelqu'un de trop critique envers Donald Trump. Trump, il a bien compris. Le chèvre et le chou. Alors, Trump, il a bien compris quand même, parce que la question lui a été posée hier. Écoutez la question, écoutez la réponse de Trump sur Emmanuel Macron. Le président Macron a dit il y a quelques heures qu'il ne rejoindrait jamais une alliance militaire à propos du détroit d'Ormuz. Qui a dit ça ? Emmanuel Macron, le président français. Quelle est votre réaction ? Il ne sera bientôt plus au pouvoir, donc qu'est-ce que je dois dire ? Je ne sais pas. Bon, d'abord il se trompe, parce qu'il est pendant un an au pouvoir quand même, le président Trump, il se trompe. Ouais. Bientôt. Ouais. Mais il a bien compris quand même le message d'Emmanuel Macron, Trump. Tous ses alliés... Donc il est froissé, Trump. Mais non, mais hier c'était une journée calamiteuse pour Donald Trump. Mais effectivement, il a obtenu un refus plus ou moins poli de tous les alliés de l'Amérique. Et il paye cher le fait de s'être engagé dans cette guerre sans avoir prévenu personne, ni consulté le Congrès. Il est aujourd'hui devant une sorte d'impasse politique et on ne sait pas très bien comment il va en sortir. Parce que les Iraniens, si vous voulez, bloquent le détroit d'Ormuz. Alors, le président Macron vous parle d'un moment de déconfliction où on pourra circuler en quelque sorte. Il le bloque de facto. Ils établissent une sorte de blocus filtrant, laissant passer quelques bateaux chinois, indiens et autres. Mais en réalité, ils exercent avec des moyens minimums un véritable embargo sur le pétrole mondial, outre le fait qu'ils bombardent tous les pays alentours. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que soit on arrive à un compromis avec les Iraniens, donc à une sorte de traité, de cessez-le-feu, de négociation, qui n'est visiblement pas ouverte, même si les Américains ont des contacts avec les Iraniens,
soit on continue la guerre jusqu'à l'effondrement du régime, ce qui pourrait prendre, semble-t-il, des mois et Oui, des mais c'est mois parce qui qu'a dit résistent Trump. mieux que prévu. C'est pas ce qu'a dit Trump. On va le réécouter là. Il dit on va bientôt partir. Oui, mais Alors, il est écoutez, pressé. et- Il avait dit 5 à 6 semaines, on est bientôt à 3. Oui, mais là, il dit on va bientôt partir. Écoutez le deuxième passage de Donald Trump, décryptage avec Vincent Hervouet ce matin sur Europe 1 et sur CNews. On a beaucoup à faire en Iran. Si on quittait maintenant, il faudrait 10 ans au pays pour reconstruire et se reconstruire. Donc je pense qu'on va se retirer dans un avenir très proche. Quoi qu'il en soit, tout a été décimé de A à Z et on a pu bénéficier d'un formidable soutien des pays du Moyen-Orient, mais absolument aucun soutien de la part de l'Europe. Et pendant que Vincent parle, si vous êtes sur l'antenne de CNews, sachez que nous voyons des images en direct de Beyrouth et des frappes cette nuit sur lesquelles on pourra revenir dans quelques instants. Donc, il dit on va partir bientôt. Oui, il n'a pas besoin de, il a besoin de personne, mais Oui. en fait, il a quand même besoin de quelqu'un. De la même manière, si vous voulez, il y a, dans le brouillard de la guerre, il y a quand même des trucs qui laissent pensif. Le vrai problème des Français, c'est de vouloir faire exister une défense européenne, ce que l'on sait est un vœu pieux, un vœu profond du président. Et il a réuni à l'occasion de cette crise, derrière le porte-avions Charles de Gaulle, toutes sortes de frégates italiennes, belges, etc., danoises, pour faire exister cette Europe et montrer que D'accord. elle est gouvernée, elle est quand même Mais j'entends dirigée bien, par mais les ce qui Français. m'intéresse, c'est ce que dit Trump. Trump dit je vais partir bientôt. Attendez, laissez-moi finir quand même. Oui. Une minute, c'est compliqué comme ces histoires-là. Et vous êtes obligé de tenir, comme Donald Trump qui patiente, vous allez être obligé d'attendre une minute. Il y a donc un porte-avions français et une force européenne composite qui s'est aventurée en Méditerranée orientale. Donc pas très loin du champ de bataille, 3500 km quand même, ce qui laisse le temps de réfléchir avant d'y aller à Hormuz. Et à quoi sert cette force tellement magnifique et démonstrative si un accord a été scellé avec les Iraniens de déconfliction, un compromis a été trouvé? À quoi servira d'y envoyer dans ce golfe Persique un porte-avions qui sera par sa puissance quelque chose d'un peu provoquant? Ça ne sert à rien. Ou alors on y va parce qu'on est prêt à faire respecter la liberté de navigation. Et là, on prend un risque bien réel de se heurter aux drones, aux Je suis missiles. d'accord avec vous, mais et à c'était la pas malveillance vraiment la des question Iraniens. que je vous posais. La question que je vous posais, c'était Trump dit on va partir bientôt. Donc, Justement, oui. C'était ça. Oui, mais il dit tout et son contraire d'un jour Bon, sur l'autre. autre chose, Alors, vous avez pourquoi dit- est-ce qu'il dit ça? Alors pourquoi est-ce qu'il dit Ah, ça? voilà, À c'est cause ça, de bon. M. Kent. Voilà. Alors ça, c'est important. C'est ce qui s'est passé Mais hier. le reste aussi, zut. Oui, non, mais vous avez raison. Alors, tout est important, vous avez raison. Mais ce monsieur Kent, que personne ne connaît, bien évidemment, non mais ceux qui nous écoutent, Non, mais ils c'est savent pas un de vos petits hommes gris. Joseph Kent, c'est un type qui a une histoire. C'est un ancien des forces spéciales, c'est un militant MAGA. Et sa femme qui travaillait dans la cryptologie et pour le gouvernement américain, a été assassinée dans un attentat terroriste. Et à ce moment-là, il est entré en politique, cet ancien des forces spéciales. Et il a essayé de se faire élire à la Chambre des représentants par 2 fois. Il a raté, mais il était un fervent supporter de Trump. Et hier, il a démissionné en claquant la porte d'une manière très voyante, en dénonçant cette guerre que l'on fait au mépris des engagements précédents de Donald Trump, qui étaient non interventionnistes. Et il dit, en plus de ça, c'est une guerre où nous a conduit Israël, et nous l'avons faite parce que nous sommes poussés par le lobby pro-israélien américain. Évidemment, ça passe pas. Ça passe d'autant moins, et on a bien vu d'ailleurs que ça passait pas, parce qu'il y a eu une réaction à ce moment-là du porte-parole de la Maison-Blanche qui était pratiquement insultante, disant que cette déclaration était risible et insultante. Voilà. Bon, on est d'accord. Crise à l'intérieur du petit monde de Donald Trump. Bon, c'est le directeur du Centre national antiterroriste, nous sommes d'accord. Voilà. Bon, Il était directeur la guerre n'était pas justifiée, c'est ce qu'il dit. Oui. Oui, Elle c'est n'était pas pas rien. justifiée parce qu'il n'y avait pas de menace imminente. Oui, mais c'est pas rien de dire ça. Non, Et c'est l'argument. évidemment- Alors voilà. Et la ça, c'est porte-parole, pour ça que je trouve que c'est porte-parole de Donald Trump dit si, on a la preuve que la menace était imminente. Le président l'a dit et il peut le démontrer. On attend, et les Américains attendront de plus en plus la démonstration que l'Iran avait réellement représenté réellement une menace imminente pour la sécurité. Et évidemment, on pense à ce qui s'était passé il y a 20 ans Ah oui. avec
avec. Il faut que la guerre s'arrête avec assez l'Irak. vite. Colin Powell, la fausse. Oui, et puis Ce qui veut dire qu'il faut que la guerre s'arrête vite. D'accord. Il faut trouver un compromis. Sauf que les D'accord. Israéliens ont buté hier ou avant-hier l'homme qui représentait Alors la justement, négociation possible. c'est la troisième chose que dont je voulais vous parler, monsieur. Larijani. Voilà, Ali qui Larijani. était le grand négociateur, visiblement. C'était le numéro 1 du régime en réalité en ce moment. Voilà, mais qui était un dur de chez dur. C'était un homme qui depuis 25 bourreau. ans était au Un cœur du bourreau. système. C'est un bourreau, on le présente comme un négociateur, mais c'est un bourreau. Ah ben c'était un type épouvantable, mais il était rationnel. Oui. Il était redoutable, mais rationnel. Oui, j'aime bien qu'il soit. Mais c'est lui qui a organisé la tuerie, Alors- les massacres de janvier. Larijani en est l'auteur. c'est pour C'est ça lui qui que- les a pensés. c'est Et une depuis le horreur. mois de juin dernier, il pensait la guerre. C'est une telle qu'elle horreur. se fait aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que ça change? Le fait qu'il ait disparu, Oui. eh ben, c'est comme si vous aviez supprimé Dulcie Rodriguez à la veille de la capture de Maduro. Il était l'homme que l'on connaissait, avec qui on pouvait négocier un compromis et faire accepter ce compromis Alors pourquoi à on la l'a- nomenclatura iranienne. Bon, alors, et qui l'a tué? C'est Israël. Israël l'a exécuté sans aucun, Bon. d'ailleurs Mais sans Israël aucun avec état l'accord- d'armes, et très justement. Avec l'accord des États-Unis? Alors, la question, elle est là. Est-ce que les États-Unis ont été avertis ou non? C'est pas évident, d'autant que les règles d'engagement dans l'armée israélienne ont un peu changé au cours de cette guerre, et désormais, les pilotes n'ont plus à demander l'autorisation d'ouvrir le feu à l'échelon administratif supérieur, et donc ils peuvent très justement dire qu'ils l'ont buté parce que l'occasion s'est présentée, qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'est extraordinaire. Au demeurant, c'est extraordinaire. Il devait aller dormir chez lui. Il est arrivé chez lui, et puis là, il avait la baraka, Larijani. Il avait déjà échappé plusieurs fois à la mort. Il a décidé de changer, d'aller dormir ailleurs. Il est allé chez sa fille. Et c'est à ce moment-là qu'il a été rattrapé par le missile tiré par les Israéliens. Franchement, un niveau d'information pareil, de renseignement, ça montre à la fois le talent des services israéliens, mais aussi la corruption et le délitement du régime iranien. Je veux dire, le type, il était vraiment suivi. Et donc, ils l'ont supprimé le jour où il le fallait. Ils l'ont décidé. Les Américains étaient-ils au courant? Ça, c'est la bonne question. C'est pourquoi je vous la pose. Vous savez, je pose des questions. Ben oui, moi, j'ai pas les simples. réponses. Oui. Moi aussi, je peux poser des bonnes questions. Oui, mais moi, je pose des questions les plus J'ai des simples tas parce que J'en ai des tas, d'ailleurs. En fait, quand je vous écoute, je suis devant la télévision et je pose les questions. Peut-être que j'espère en tout cas que se posent ceux qui nous écoutent. Ouais. Et parfois, c'est les plus simples d'ailleurs parce qu'on connaît mal, c'est vrai, la situation internationale. On ne connaît pas toutes les arcanes, bien évidemment, que vous connaissez depuis. Non, mais non, on Et ignore si. tout. On navigue dernière à la godille. Je vous assure, c'est de plus en plus obscur. Dernière chose, les frappes de la nuit. Vous envoyez des coups de sonde et puis vous avez... C'est comme dans les sous-marins, vous envoyez un coup de sonde, puis vous avez en retour un bruit de casserole. Alors vous essayez d'interpréter, mais bon, c'est pas très Non, les c'est pas frappes, très net, quand les même. frappes de la nuit, on va être en Israël avec Valentin Rouillant dans une seconde, qui nous dira ce qui s'est passé précisément. Mais Bah, ils ont vengé la mort le sang sacré, le sang pur de Larijani, c'est ce que dit le communiqué des gardiens. Ils l'ont vengé en tirant sur tout ce qui bouge. Ils ont tiré sur les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, et sur Israël, évidemment, puisque c'est quand même ça l'objet de leur haine la plus tenace. Hein. 2 personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel Aviv. Je lis, les autorités ont indiqué que des munitions étaient tombées en plusieurs lieux du centre d'Israël lors d'un tir de barrage nocturne qui a déclenché des sirènes d'alerte aérienne. Ces 2 décès portent à 14 le nombre de victimes de la guerre au Moyen-Orient en Israël. 2 soldats israéliens étaient aussi morts au Liban. Ils sont survenus au terme d'une nouvelle journée d'intenses bombardements menés par Israël contre les cibles en Iran et au Liban. Je ne sais pas si Valentin Rouillant est déjà en place. Le porte-parole de la police, Dean Elsdon, a déclaré que selon les premiers éléments sur l'impact constaté à Ramat Gan, dans la banlieue est de Tel Aviv, un immeuble d'habitation avait été touché par une arme à sous-munitions. Je vous lis cette dépêche qui est datée déjà de 6 heures ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on voit le sujet des frappes de la nuit avec Mathilde Couvillier, Flornois et Vincent Hervouet? Reste encore avec nous. Permettez-moi de dire que vous êtes excellent ce matin. Mais vous êtes pas mal. Mais si, parce que je vous assure, je comprends grâce à vous. Non, mais c'est Vous avez bien intéressant. dormi Comment? Vous avez bien dormi, vous Toujours. aussi. Hein. Formidable. Toujours. On a la consultation. Et puisque vous, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure on dira la nuit vous appartient. Dormir mieux pour vivre plus. Et on sera avec Alexis Geoffroy, Pierre-Alexis Geoffroy. Parce que s'il y a un sujet qui passionne tout le monde, c'est le sommeil.
Ouais. Ah si. Ouais. Ah, tout le monde a un avis sur le sommeil. Tout le tout monde le a une monde- expérience, tout le monde a quelque chose à Oui, et puis c'est un sujet, et curieusement, sur lequel beaucoup de gens trichent. Voilà. Trichent. Oui, c'est assez chic, je le dis à chaque fois, de dire qu'on dort oui. peu d'heures. Ah, ça, j'ai jamais compris. Oh. Mais si, c'est Il y a un très côté chic. intello de- Écoutez, par exemple, Emmanuel Macron, quand on le définit, on rapporte qu'il dort 4 heures par nuit. Moi, c'est 5 heures par Oui, mais nuit. si c'est Comme vrai. Napoléon. Comme Napoléon, Moi, c'est le exactement. Mais ça a l'air vrai, il envoie ouais. des SMS à 4 h du matin. Oui, mais il se réveille à plus 3h55 peut-être pour les envoyer. Ah oui. C'est ça la blague. Il est Et puis il se rendort après. On ne saura jamais. C'est inquiétant déjà Bon. qu'ils dorment pas. je trouve. Non, mais moi je trouve que c'est inquiétant Voilà, les gens qui dorment pas. Oui. C'est pour ça que J'ai plus confiance dans les gens qui dorment bien la nuit. Oui, je suis assez d'accord. Faut dormir. Ouais, je faut suis dormir. d'accord. D'ailleurs, Georges Fenech fait moi, parfois j'aime sa bien, sieste en plateau. Pendant les émissions. Non, bon. Non, je blague, Georges. C'était pour faire une petite blagounette. Parce que Ça peut m'arriver. Ah, quand chez même. Europe 1, parfois. vous êtes notre invité d'honneur ce matin, je le rappelle. J'ai Bon, droit à est-ce que votre Valentin, alors bienveillance, alors. Valentin Rouillant n'est toujours pas là. C'est pour ça que je parlais un petit peu. Mais s'il n'est pas là tout de suite, on peut changer de sujet, chère Marine Lançon. Voyons le sujet, mais on a parlé des frappes de la nuit, on les avait bien expliquées, mais voyons le sujet de Mathilde Couvillier-Flornoy. C'est Marine qui décide. Les sirènes retentissent. Cette nuit, dans le ciel de Tel Aviv, une pluie de missiles tirés par l'Iran est interceptée par le système de défense aérienne. La salve iranienne a également été détruite dans le ciel d'Hébron. À Jérusalem, tôt ce matin, des roquettes ont été interceptées. Ici aussi, les sirènes ont retenti. Mais c'est à Ramat Gan, près de Tel Aviv, que les dégâts ont été considérables. Les fragments de projectiles iraniens se sont abattus sur ce quartier résidentiel, faisant 2 morts dans la nuit. La police israélienne reste vigilante. Ceci n'est qu'une scène parmi d'autres dans le district. Nos policiers et nos unités de déminage sont constamment en alerte et actifs sur tous les sites afin de sécuriser les lieux et de neutraliser les débris dangereux. Le Liban aussi fait état de plusieurs frappes cette nuit. L'armée israélienne a appelé les habitants d'un quartier du centre de Beyrouth à évacuer. Tsahal a visé des bastions du Hezbollah soutenus par l'Iran dans la capitale et dans le sud du pays. Le conflit au Moyen-Orient embrase aussi l'Irak, où une frappe aérienne a fait au moins 4 morts dans la capitale. L'ambassade américaine a été prise pour cible dans ces attaques. Bon, Valentin Rouillant est en train, pour tout vous dire, de se connecter. Et c'est l'occasion de parler d'ailleurs de tous les journalistes sur place de CNews, Valentin, Fabrice Elsner, et Régine Delfour, etc. Ça fait maintenant 20 jours quasiment qu'ils sont sur le terrain. C'est compliqué, c'est dur. Vous avez connu ça, forcément, c'est inquiétant lorsqu'on est sur le terrain. C'est exaltant. Oui, bon, c'est exaltant, bien sûr, mais Là, vous dormez pas. oui, mais bon, il y a les familles, bien sûr, donc c'est quand même un journalisme particulier. Moi, je dis souvent que je suis resté tranquillement derrière assis sur mon fauteuil, et il faut... Mais non, mais attendez, vous avez raté un truc, vraiment. Oui, j'en ai raté beaucoup. Non, mais il y a une mythologie, le reporter de guerre, qui est Notamment un agaçante, parce pénalty qu'en quand j'avais télé, 14 ans. en télé, on ne fait que passer. Oui, bien En sûr. réalité. Évidemment, mais dans la vie, on ne fait que passer, si vous me permettez. Oui. Bien le Et si vous voulez, quand vous êtes en guerre, quand vous êtes dans la guerre, quand votre pays est en guerre, Oui. vous vivez dans le présent. Vous ne pouvez plus vous projeter. Vous ne pouvez pas parler penser aux vacances de l'été prochain. Vous êtes en angoisse de votre famille, de vos amis. Vous ne savez pas ce que vous allez devenir. D'accord ? Quand vous êtes un journaliste, vous mettez un beau gilet pare-balles, vous regardez derrière moi la guerre, mais vous êtes là en passant. Vous savez que vous allez reprendre l'avion, un de ces 4. C'est très, très différent. Bon, Valentin Rouillant, bonjour Valentin et merci d'être avec nous comme tous les jours sur le sol d'Israël. Vous nous rapportez ce matin comment les Israéliens se sont réveillés avec ces 2 personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel Aviv. Oui, de 2 personnes, vous l'avez dit, un couple de septuagénaires qui est décédé dans la nuit. C'est vrai on sent ici à Tel Aviv et en particulier dans les grandes villes, en fait, là où on est censé avoir une dizaine de minutes pour se protéger, on sent quand même un peu plus de panique parce que là, ça fait désormais plusieurs morts. Il y a de plus en plus de morts ici en Israël. Donc on parle même avec des clients de l'hôtel où nous sommes qui nous disent voilà, maintenant il faut courir à l'abri parce que
on peut avoir peur. Et exemple, cette nuit, justement, avec ces 2 personnes décédées, la voisine du dessous que nous avons rencontrée avec Fabrice Elsner nous disait, eh bien, on a reçu cette alerte préventive, on est censé avoir un peu moins d'une dizaine de minutes pour se protéger, et ils n'ont pas reçu la 2e alerte. Le débris est tombé avant, c'est ce que nous a dit cette voisine, donc évidemment très important de se protéger. En l'occurrence là, donc ça a été un missile à des fragmentations qui a donc été bien heureusement intercepté, mais c'est ces débris qui ont touché depuis hier soir, parce qu'il y a eu évidemment plusieurs alertes depuis hier soir, qui ont touché une quarantaine de zones autour de Tel Aviv, dans Tel Aviv et dans sa banlieue, et donc ce débris de missile qui est tombé sur l'appartement de ce couple de septuagénaires qui était en train de se mettre à l'abri et qui malheureusement n'a pas eu le temps de s'y mettre, et donc ces 2 personnes sont décédées cette nuit. Eh ben, merci beaucoup Valentin Rouillon, en direct de Tel Aviv avec Fabrice Elsner. Vous vouliez dire un mot Oui, qu'il y a des débris de tirs d'antimissiles qui sont retombés sur 2 lieux saints de Jérusalem hier, à savoir le Saint-Sépulcre et l'esplanade des mosquées. Eh ben, je vous remercie grandement d'être venu ce matin. On a ouvert cette émission avec l'actualité internationale.